Je dirais pas que Liverpool est fini, parce que j'ai pas dit que ce n'était pas une bonne stratégie. On n'a pas su optimiser cette stratégie. C'est venu pendant une période de Covid aussi. On n'a pas su négocier, renégocier. Mais quand vous avez le nom Mauritius, dans un stade, bon, Anfield, Old Trafford, enfin, vous voyez ce que je veux dire, la Premier League est regardée par des milliards de personnes, pas de millions. Pas qu'en Angleterre, je crois que c'est une valeur ajoutée. Euh, quand on arrive à bien écrire le nom Mauritius. Je suis pas démagogue. Quand quelque chose mérite d'être souligné, je le dis. Je ne dis pas que c'était une mauvaise stratégie d'aller mettre le nom du pays dans un stade. Je dis juste que ça n'a pas été bien optimisé. Sylvie Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique qui va être largement consacré au tourisme. On va commencer par le volet politique. Alors, pourquoi avoir quitté l'hôtellerie? J'ai pu comprendre que vous avez été dans Nayad à Maurice, vous avez été dans le groupe Marriott, un grand groupe international. Pourquoi vous êtes jeté dans le chaudron politique en 2024? Bon, juste pour remettre les pendules à l'heure, j'ai 35 ans d'expertise dans le tourisme à l'île Maurice et à l'international également, puisque j'ai dirigé un tour opérateur en Afrique du Sud et j'étais CEO pour un groupe, un conglomérat au Kenya. Effectivement, j'ai travaillé pour des groupes hôteliers dans des postes à haute responsabilité. J'ai commencé au bas de l'échelle, grimper les échelons de l'industrie pour arriver au sommet. C'était vraiment une décision très très difficile euh, que je devais prendre depuis même un peu plus longtemps, depuis 2017, depuis ma première rencontre avec le Premier ministre actuel, le docteur Navin Ramgoolam, qui, lors de notre rencontre, avait vu un potentiel pour contribuer au développement du pays. Je me suis donné un temps de réflexion. Ça a été un peu plus long que prévu. Et en 2022, j'ai rejoint le comité exécutif, puis le bureau politique du Parti travailliste. Et voilà, donc le reste, c'est de l'histoire, vous le connaissez. Candidat aux élections en novembre 2024 et aujourd'hui député de la circonscription numéro 19 et ministre délégué attaché au tourisme. Je pense que c'était un peu une suite logique dans ma carrière et aussi redonner au pays ce qu'il m'a donné, mettre mon expertise à la contribution du pays et à l'industrie. Comme vous le savez, nous faisons face aujourd'hui à beaucoup de défis à relever, des difficultés causées par la situation, donc macroéconomique également, nos marchés qui sont un peu en perte de vitesse, changement climatique. Voilà, donc il y a beaucoup à faire et c'était un peu normal pour moi de presque terminer ma carrière, si je peux m'exprimer ainsi, euh, au ministère du Tourisme. Est-ce que je peux dire Jim Pierre Decoux? Première fois que vous vous présentez aux élections à côté d'un grand de la politique, Paul Béranger. Vous êtes élu dans le troisième 60-0 de l'histoire politique de Maurice et vous êtes junior ministre attaché au tourisme. C'est d'une pierre deux coups? Oui, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Il faut dire que j'ai grandi dans une famille militante. Mon père était un militant, paix à son âme. J'ai épousé les valeurs de militante en grandissant. Et puis, je me suis jeté dans le monde professionnel. Je n'avais pas le temps du tout à la politique. Et puis, j'ai rejoint le Parti travailliste. Donc, être colistier du géant historique Paul Béranger, c'était même pas un rêve. Je m'attendais pas du tout à être, même faire de la politique et être colistier de Paul Béranger. Je peux dire que c'était ma deuxième plus grande expérience politique d'être colistier de Paul Béranger dans la circonscription numéro 19. Après ma rencontre avec la première belle expérience, c'était ma rencontre avec le Premier ministre actuel, le docteur Navin Ramgoolam, en 2017. Effectivement, Pierre Decoux, première fois en politique, première élection, élu,
et colissier de Paul Béranger. Oui, je suis vraiment gâté. Très, très gâté. Alors, on va rentrer un peu dans le tourisme. En 2024, nous avons reçu 1 382 117 touristes. D'abord, de l'ancien gouvernement était 1,4 million. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on aurait dû être à la barre des 1,5 millions? J'ai toujours pris les chiffres avec des pincettes parce que je ne pense pas que ce soit la mesure appropriée pour évaluer la performance de notre industrie. Effectivement, il nous faut avoir des indicateurs, comme on appelle en anglais des KPIs, les Key Performance Indicators. Je ne pense pas cependant que les arrivées touristiques constituent la bonne mesure pour nous dire si nous sommes en bonne santé ou pas. Faute de mieux, c'est ce qu'on utilise. Ce matin, j'ai présidé un comité avec le privé. On a utilisé comme méthodologie pour justement définir un plan d'action pour l'avenir, puisqu'on ne peut pas utiliser les arrivées touristiques, on a utilisé le forecast des hôtels, qui reste encore une fois pas la méthode parfaite. La méthode parfaite serait de prendre, pour parler du forecast, les commandes des agences de voyage pour voir si nous sommes dans la bonne direction ou pas. Effectivement, il faut un chiffre d'arrivée touristique. Certaines destinations se mesurent en nombre d'arrivées. Ça pourrait être une mesure. Ce n'est pas la seule indication qui nous guide. Pour moi, l'indication, c'est quelle est la valeur ajoutée qu'on amène au pays. Même les recettes totales de 93 milliards l'année dernière est une indication, mais n'est pas la seule indication, puisque nous savons que des 93 milliards, ce n'est pas la totalité qui reste au pays. Ce qui est plus important, c'est de définir la totalité, la valeur qui reste au pays. On peut utiliser d'autres indices, comme les dépenses par client aussi. Donc, il y a plusieurs baromètres, plusieurs méthodologies utilisées pour définir la performance. Mais je vais revenir quand même aux chiffres de 1,3 million ou de 1,5. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre. Moi, je suis en faveur des assises pour définir c'est quoi le seuil de tolérance du pays. Quel type de développement nous avons besoin d'avoir? Où est-ce que nous avons encore de la capacité pour amener des hôtels? Est-ce qu'on utilisons les hébergements existants? Puisque je ne suis pas, moi, en faveur de bétonner l'île encore sur les plages et même ailleurs. Il y a déjà beaucoup de béton. Je vous donne un exemple. Beaucoup de Mauriciens aujourd'hui possèdent une résidence secondaire ou même tertiaire. Pourquoi ne pas amener des lois? Pourquoi ne pas diversifier l'offre? Et c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs, encourager, mettre beaucoup plus d'emphase sur le tourisme culturel, développer plusieurs régions de l'île, faire découvrir la culture de Maurice, mais aussi découvrir les villages et tous les recoins de l'île, qui redonneraient beaucoup plus de valeur au pays et qui nous éloignerait du fameux Sea, Sun and Sand. Sea, Sun and Sand est une force pour le pays, mais nous avons vu un essoufflement de notre promotion des 3S. Nous avons besoin de beaucoup plus d'offres pour amener de la valeur. C'est pour cela que quand nous aurons réussi à construire cette offre, à amener cette diversification, tout en prenant en considération le développement durable, puisque nous sommes sur une île vulnérable, nous faisons face à beaucoup de défis, les défis changement climatique qui affectent aujourd'hui les saisonnalités. Janvier-février était considéré comme la haute saison. Nous voyons qu'aujourd'hui, les opérateurs qui savent qu'à l'île Maurice, en janvier-février, nous avons des grosses pluies, même les inondations, il y a des photos qui ont fait le tour du monde. Nous ne pouvons continuer à considérer cette période comme haute saison. Nous avons besoin de recréer d'autres hautes saisons. Nous avons l'érosion des plages, causée encore une fois par le changement climatique, la gestion des déchets. Nous avons beaucoup de défis. Un autre défi que je souhaiterais partager, c'est la pénurie de la main-d'œuvre dans le pays, puisque l'attractivité de l'île passe par l'accueil, l'hospitalité, et je mets l'emphase, j'insiste, l'hospitalité
mauricienne offerts par des Mauriciens. Donc, tous ces défis, aujourd'hui, fait partie des priorités du gouvernement et du ministère. Vous avez dit des mots que j'ai entendus il y a 15-20 ans, assise du tourisme, tourisme culturel, tourisme culturel. On est en train de, excusez-moi, de rabâcher les mêmes trucs que vous avez entendus. On a fait, je me rappelle, j'ai assisté à une assise du tourisme et ça a tourné à voir autour des marchands de plage qui n'avaient pas assez d'argent, des dépenses des étrangers avec un dollar qui est presque 50 roupies. Une personne, je peux dire, un Américain peut avoir presque 3 paires de dalles pourries, alors qu'avec un dollar, il n'en avait qu'un ou deux il y a 10 ans ou 20 ans de cela, on peut dire. Jean-Claude, je te remercie de me donner l'opportunité de commenter sur ce qui a été dit et ce qui a été fait. J'ai toujours en mémoire la dernière assise du tourisme, où le ministre, en clôturant l'assise, avait dit que cette assise était un bazar, pour utiliser ces mots. Ils m'ont demandé un bazar, je leur ai donné un bazar. C'était pas du sérieux. Diversification de l'offre, tourisme culturel, beaucoup ont été dit, mais très peu A été fait. Donc aujourd'hui, nous avons dans le programme du ministre Richard Duval, on a parlé de la diversification de l'offre. Nous sommes en train de travailler sur un véritable plan d'action pour diversifier l'offre, pour amener vraiment un véritable produit culturel et à l'intérieur de l'île où le client aura une centaine, dans le temps bien sûr, d'itinéraires qui mettraient en valeur chaque région de l'île. Je vous donne un exemple. Vous irez à Quatre-Cocos et vous connaîtrez pourquoi l'île, le village s'appelle Quatre-Cocos. C'est pas les cocos qui étaient sur l'arbre. Pourquoi on les appelait Quatre-Cocos? C'était parce que il y avait 4 personnages très intelligents qu'on appelait les cocos. Je ne me souviens pas de tous les noms, Nozaïque, Itier, d'Épinay, et j'ai oublié le quatrième. Et vous irez à la découverte du village de Quatre-Cocos, un très joli village, très propre, 12 000 habitants environ, et où vous pourrez déguster chez l'habitant un plat originaire de notre île et surtout de Quatre-Cocos. Et où nous aurons du contenu marketing aussi. Il n'y aura pas juste le produit, il y aura le marketing qui va suivre, et ce marketing sera relayé sur toutes les plateformes partout dans le monde. Et l'île Maurice sera connue, tous ces villages, toutes ces régions seront connues à travers ce plan d'action. Ça, c'est des mots, mais aussi il y a de l'action derrière. Bon, bien sûr, on y travaille, il nous faut un peu de temps, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais ces personnes qui les disaient ne savaient pas comment le faire. Nous, nous le disons, et nous vous disons aussi comment le faire. Donc, et ça rend la chose beaucoup plus facile. Donc, on va aller à l'opposé de Quatre-Cocos, on va aller à Roseville, dans votre circonscription. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'on pourra découvrir un touriste qui vient à Maurice? Va dire, voilà, le junior minister, il est là, il est député. Qu'est-ce qu'il va découvrir à Roseville? Ah, merci Jean-Claude, c'est un sujet qui me préoccupe et encore une fois, merci pour l'occasion. Une très belle ville, Roseville, avec le centre municipal, le plaza et toutes les recoins. Il y a la ville de Roseville où j'ai fait mes études entre 1980 et 1990. Possède beaucoup d'artistes. On veut remettre en valeur la culture de l'île Maurice et utiliser la ville de Roseville comme le centre même de l'excellence pour la culture. En collaboration avec le ministre des Arts et de la Culture, amener une panoplie d'artistes en utilisant tous les coins et les recoins de la ville. Et il y a beaucoup de talents déjà présents dans la ville de Roseville qui seront les acteurs pour ce projet. Nous utilisons également tous les autres talents de la ville de Roseville pour pour démontrer les capacités du Mauricien. Je donne quelques exemples. Vous traversez sur les plages, dans les hôtels, vous voyez les articles mauriciens, les produits mauriciens qui sont vendus dans les boutiques hors taxes ou dans beaucoup de régions. Nous allons travailler avec la ville de Roseville
pour amener cette richesse à la ville de Rosille. Fleurir Rosille, ramener cette ville de fleurs, embellir cette ville pour que quand les gens passent à travers Rosille, qui est pratiquement le centre de l'île, presque au centre de l'île, en termes de réseau routier, que ce soit en métro ou même en voiture, vous vous arrêtez, comme ça se faisait à l'époque, pendant la colonisation, les gens s'arrêtaient pas qu'à Cuapip, mais aussi à Rosille, en allant vers le port, pour prendre un peu de temps, se restaurer, que ce soit en gastronomie locale, mais aussi une diversité de toutes les cuisines, puisque la ville de Rosille est très colorée en termes de culture. Vous pouvez découvrir les temples, tamouls, hindous, les mosquées, les églises. Les églises du centre même. Rosille représente pour moi presque ce melting pot de l'île Maurice, cette diversité que vous ne trouvez qu'à l'île Maurice. Il n'y a qu'à l'île Maurice que vous voyez, j'arrive à Sainte-Anne par exemple, vous avez le Coville à côté du temple et à côté de l'église catholique. Bon, pour nous, les élus, pas trop facile quand vous avez toutes les festivités l'un après l'autre. Je viens de terminer la fête du printemps, Kavadi, Shivatri, il y aura le Ramadan et il y aura le Carême et la Pâque. Voilà, donc ce melting pot, il existe à Rosille, que ce soit en termes de festivités religieuses, mais aussi en termes aussi de gastronomie. Donc très très riche. Donc il y a la ville sœur, Beaubassin aussi. Beaubassin, il y a des attraits touristiques, on a des viewpoints, on a l'une des plus vieilles églises de Maurice. Le phare de Albion un peu plus loin. Le phare d'Albion un peu dans le numéro 20. Et vous avez beaucoup de choses aussi. Et Beaubassin-Rosille, ça peut devenir un projet. C'est une extension. Beaubassin-Rosille, d'ailleurs, la ville s'appelle la ville de Beaubassin-Rosille, une extension de Rosille. Quand je parle de Rosille, je parle également de toute cette région en allant justement vers aussi couvrir Petite Rivière, Richelieu. D'ailleurs, il y a les noms sont évocateurs de ce qui existait dans le temps, qui existe toujours. Des grands personnages. Les remettre en valeur. Voilà. Il y a des ruines surtout, patrimoine. Remettre en valeur les ruines, les vieilles boutiques, les vieilles maisons, au lieu de les détruire et reconstruire en dur. Moi, je serais pour conserver le patrimoine et bien sûr, on a besoin de nettoyer l'île, on a besoin d'embellir l'île, mais une fois, avec la vision du gouvernement actuel, remettre en valeur ce patrimoine riche. Donc, vous aurez des villes comme Beaubassin, Rosille et même un peu plus loin et partout dans l'île. Vraiment une île vraiment magnifique. Je sais que vous n'aimez pas les chiffres, donc je vais vous donner un chiffre. Le mois de janvier, peut-être l'effet Bilal de l'année dernière, on a une petite baisse, 3,2, 3,3%, alors qu'on s'attendait un petit peu plus à aller toucher les 120 000 touristes. Alors, ça s'explique par le passage de Bilal, la peur qu'on ait un gros cyclone et que ça dérange un peu les vacances des vacanciers. Non, juste pour clarifier, j'aime les chiffres. D'ailleurs, j'adore les chiffres et je travaille avec beaucoup de chiffres. Je veux juste qu'on utilise les bons chiffres, puisqu'on peut faire parler les chiffres. Donc, si on utilise les chiffres des arrivées touristiques, aujourd'hui, Maurice, nous faisons face à un manque de visibilité. Et la promotion n'a pas été faite comme ça aurait dû le faire. Je termine la rayon et je regarde tout ce qui était prévu et prévu pour les mois à venir. On est en train de retravailler, d'arrêter ce qui n'est pas engagé pour remettre les bonnes actions. Aujourd'hui, nous ne sommes pas présents là où on aurait dû être présents. Comme dirait l'anglais, let's go and fish where the fishers are and at the time where they are. On n'allait pas pêcher je ne suis pas pêcheur, mais j'ai entendu dire qu'il fallait pêcher le matin, parce que c'est là où le poisson était. Ou si on faisait de la pub à la radio, vous êtes journaliste, vous savez, on faisait une pub peut-être à 11h ou le 10 mat et au plus bas, juste pour négocier les prix, et je ne rentrerai pas dans d'autres détails, d'autres considérations. Si on donne un rapport, un billboard qui a été fait, c'est caché dans une maison, et vous recevez juste la photo du billboard, on vous dit que c'est à Londres ou à Brighton. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, en travaillant sur l'attractivité du pays, revoir le pull factor va redonner de la visibilité à
tous les acteurs de l'industrie. C'est notre travail, le above line marketing. Augmenter le pull factor. Je vous donne juste un exemple. Vous n'aurez pas besoin d'aller courir derrière les offres barrées, les prix barrés, le Black Friday. Vous voyez les marques de luxe, Chanel, Louis Vuitton, vous n'avez jamais de Black Friday, de discount, etc. Pourquoi? Puisqu'ils travaillent toujours sur la notoriété. Et c'est là où Maurice a besoin d'être, de redevenir cette destination d'excellence. Je vais répondre quand même à la question de janvier. Beaucoup de facteurs pourraient expliquer sans justifier. Moi, je trouve qu'en général, on a perdu de la vitesse, on a perdu notre attractivité en général. Et une des raisons de cette baisse, c'est que les images des flash floods, des voitures une sur l'autre pendant les inondations, fait le tour du monde. Et nous sommes contrôlés par les prescripteurs, les tour opérateurs. Ils ne vont pas faire une vente pendant cette période, sachant qu'ils auront des complaintes. Vous envoyez un client à Maurice pendant le mois de février, par exemple, où il pleut pendant tout le mois. L'agent de voyage, lui, il veut faire une vente facile, envoyer son client dans une destination où il n'aura pas de retour. Ça pourrait être une explication. Mais on ne peut pas se dire qu'il y a des inondations, il y a des pluies, et on arrête de vendre. Il faut juste redéfinir. C'est quoi le mois de janvier? Il y aura les pluies, donc nous ne contrôlons pas le changement climatique et le climat. Mais nous faisons quoi? Quels produits que nous mettons en avant? Quel type de marketing que nous faisons? Moi, je suis en faveur d'investir dans la promotion plutôt que de venir casser les prix. Donc, un meilleur rôle, un nouveau rôle pour la MTPA? Ce n'est pas un nouveau rôle. C'est ce que la MTPA aurait dû être. La MTPA, c'est Mauritius Tourism Promotion Authority. Donc, c'est son rôle. Ça aurait dû être son rôle. C'est-à-dire être le véhicule de promotion de la destination. Mais bon, quand vous mettez des gens qui ne sont pas capables à la tête, donc vous avez le résultat. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une équipe capable, une équipe, et nous allons renforcer l'équipe et mettre des gens qui connaissent leur métier, et effectivement faire de la promotion comme on devrait faire de la promotion. Promotion ne veut pas dire discount. Aujourd'hui, il y a un amalgame entre le mot promotion. Promotion veut dire campagne promotionnelle, veut dire investir dans la notoriété. Le mot créole peut jouer avec promotion, même français peut croire qu'on veut dire casser les prix. Et c'est la première méthode qui revient à notre pensée quand on parle de marketing, de promotion. Quelle est la réduction qu'on va amener? Quel est le discount? C'est une mauvaise méthode. Je sais qu'on le fait. Il y a encore des produits qui le font. Ils en ont besoin et je respecte cela. Mais quand la notoriété sera là où elle doit être, on va revoir l'attractivité du pays. Vous verrez qu'on n'aura plus ce problème. Donc, à une certaine époque, vous étiez sûrement au courant, Sidney Pierre, on voyait des voitures avec destination île Maurice, on était sur CNN, on était sur les grandes chaînes de télévision, TF1, après, apparemment on était avant ou après le grand journal de 20 heures. Ça, tout a disparu. Est-ce que c'est dans votre plan de réattaquer? Effectivement. Donc, CNN, c'est un gros marché international. C'est pas juste les Américains. CNN, mais il faut aussi se dire que le monde Al Jazeera ou ailleurs. En fait, je reviens à une méthode très basique de la vente, les 4 P's of sale, et un de ces P's, c'est the place. Le place, c'est le place qui a changé. La méthodologie n'a pas changé. C'est juste l'endroit où se trouve le client changé. Aujourd'hui, cet appareil est devenu une extension de notre main. Personne ne sort. D'ailleurs, j'ai des gens, quand je leur dis de laisser le téléphone à la porte, ils sont dérangés parce que si on pouvait coller ce téléphone à la main. Donc, aujourd'hui, quand CNN et tous ces autres chaînes de télévision sont les véhicules utilisés pour faire de la promotion, mais pas que. Aujourd'hui, avant, les gens n'étaient pas collés à leur téléphone comme aujourd'hui, le screen time. La première plateforme de marketing devrait être ici. Quand vous ouvrez votre téléphone, et il y a beaucoup de manières de le faire. Vraiment avec tout le remarketing, le retargeting, le digital. Le digital aujourd'hui représente vraiment une grosse partie du marketing. Mais vous avez raison de dire, Maurice n'est plus visible, que ce soit sur le téléphone, que ce soit sur les bus, que ce soit sur les métros, ou que ce soit à la télé ou à la radio. Maurice, on a
excusez-moi de revenir un peu sans rentrer dans la partie politique. Je pense que vous lisez les journaux, vous voyez où notre argent était parti, l'argent de la MTPA. Donc, voilà le résultat que vous avez Liverpool, c'est aujourd'hui. fini, on peut dire. Liverpool, c'est fini. Je dirais pas que Liverpool est fini, parce que j'ai pas dit que ce n'était pas une bonne stratégie. On n'a pas su optimiser cette stratégie. C'est venu pendant une période de Covid aussi. On n'a pas su renégocier. Mais quand vous avez le nom Mauritius, dans un stade, bon, Anfield, Old Trafford, enfin, vous voyez ce que je veux dire, la Premier League est regardée par des milliards de personnes, pas de millions, pas qu'en Angleterre. Je crois que c'est une valeur ajoutée. Euh, quand on arrive à bien écrire le nom Mauritius. Je suis pas démagogue. Quand quelque chose mérite d'être souligné, je le dis. Je ne dis pas que c'était une mauvaise stratégie d'aller mettre le nom du pays dans un stade. Je dis juste que ça n'a pas été bien optimisé. Donc, vous Mais avez nous n'avons parlé. pas d'argent pour aller avec Liverpool. Ça, c'est. Donc nous allons utiliser l'argent beaucoup plus efficace, d'une manière efficace, puisque quand vous prenez tout votre budget, vous mettez dans une campagne avec Liverpool, bon, là vous vous tirez une balle. Là. Vous avez parlé de smartphone, digitalisation, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est dans vos plans, dans le plan du ministre Richard Duval, parce que c'est ça qui est à la mode, c'est-à-dire prévoir quelles sont les tendances. Définitivement, aujourd'hui, tout est dicté par la technologie. Je viens de vous parler de là où se trouve le client. C'est exactement, il faut comprendre le customer journey, ce qui se passe dans la tête du client quand il se réveille le matin, quand il commence à penser à un voyage. Et il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas le nombril du monde. Le client, quand il ouvre sa fenêtre, il a tout le monde qui l'attend. Le client, quand il se réveille, il ne pense pas à Maurice. Il faut que nous stimulons cela, que ce soit en utilisant le digital, l'intelligence artificielle et tous les véhicules de marketing qui sont à notre disposition, définitivement. Et nous devons suivre cette tendance, la technologie, puisque le client se déplace. C'est pas le client ne doit pas venir nous trouver. Nous devons aller trouver les clients. C'est pour ça que nous sommes dans un environnement très très dynamique. Et si nous continuons à faire le marketing comme nous le faisons en 1980, ben je peux vous dire qu'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de clients là où les clients étaient en 1980. Aujourd'hui, en 2025, tout a évolué et le digital, et je confirme que l'intelligence artificielle fait partie de nos plans et doit faire partie de la stratégie. Une bonne partie de ceux qui viennent à Maurice, ce sont des clients qui retournent. Ce sont dans les grands hôtels. On peut dire La Pirogue, Prince Maurice, Saint-Géran et tout le groupe Nayad, Marriott, tout ce que vous voulez. Mais ça aussi, ils sont compte. Mais ils sont pas dans cette technologie-là. Ils ont vécu une belle expérience à Maurice et ils reviennent quasiment tous les 6 mois. C'est leur deuxième maison, cet hôtel-là, dans le pays. Je ne suis pas entièrement d'accord que ces clients ne sont pas attirés par cette technologie. Effectivement, il y a le facteur de loyalty, le client régulier. Mais ces mêmes clients, je vous amène à avoir une image différente. Ces mêmes clients, s'il y a une offre, quand je dis une offre, ce n'est pas un prix, je dis juste une proposition qui est affichée. Et il faut très souvent comprendre qui est le client. Des fois, c'est les enfants qui achètent en fonction de ce que vous proposez. C'est pour ça qu'en marketing, on utilise la méthodologie des personnages, différents profils de clients. Et le même client peut avoir plusieurs personnages. Le client qui vient en affaires, le client qui va avec ses amis, le client qui va en lune de miel, le client qui va avec réunion de famille. Il a plusieurs profils. C'est pour ça qu'il faut comprendre ces profils et mettre des stratégies qui sont adaptées par rapport à ces profils. Donc, les clients qui viennent régulièrement dans tous ces hôtels de luxe et autres hôtels, ils sont aussi ciblés et attirés par les promotions. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus, effectivement, la réputation et un bon service ramènent pas que le client, mais aussi amènent aussi 10 autres clients. C'est important. Mais il faut comprendre qu'il ne faut pas arrêter de faire la promotion et de se dire que fidéliser le client est suffisant. Il faut fidéliser le client, mais ce n'est pas suffisant.
Il faut continuer à travailler. Moi, je reviens au risque de me répéter, l'attractivité est importante, la notoriété est importante. Quelles que soient les stratégies qu'on utilise après, la première règle, c'est l'attractivité. C'est le pull factor. C'est ce qu'on appelle bouger aujourd'hui d'un buyer's market où le client dicte, d'un seller's market où le client a besoin de faire la queue. Il y a des destinations, il y a des produits, vous avez besoin de faire la queue pour avoir accès. Pourquoi? C'est très demandé. Il y a plus de demandes que d'offres. Et c'est là où on a besoin d'amener l'île Maurice. Fidéliser le client, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, nous avons aussi des concurrents dans la région, les Maldives, les Seychelles, un peu moins de l'île de la Réunion et encore un petit peu moins, mais ils sont en train de prendre de la valeur, Madagascar Toute aussi. destination qui ramènerait un client loin de Maurice est un concurrent. Les Maldives, les Seychelles, Madagascar un peu moins, n'est pas vraiment forcément un concurrent. Je vous rappelle que ces destinations étaient là tout le temps. Seychelles ont toujours été là à côté de nous, Maldives ont toujours été là, et personne ne parlait des Seychelles, on parle de Maldives, on peut aussi parler de Zanzibar, mais personne ne parlait de ça. Pourquoi? Ce que j'essaie de dire, c'est que on est en train de se battre sur les mêmes segments qu'eux. Là, ils deviennent des concurrents, et sur ce terrain-là, sur le même terrain, sur ce terrain-là, ils ont des meilleurs produits que nous, c'est-à-dire le produit plage. Des belles plages aux Maldives, des belles plages aux Seychelles, qui peuvent rivaliser avec nos plages. Mais pourquoi ils n'étaient pas là avant? C'est que notre force n'était pas la plage. C'était quoi notre force? Notre force, c'était le Mauricien, l'hospitalité mauricienne. Si vous, je ramène à la mémoire. Et Maurice était connu pour ça. À aucun moment on parlait de, effectivement, la plage. Vous connaissez la chanson My Dear Friends, Welcome to Mauritius, etc. Jean-Paul Gaspard. Voilà. Donc on parlait de ça. Mais le point essentiel dans cette chanson et de notre discours, ce n'était pas la plage. La plage était un complément du produit. Et c'est pour ça que des fois, il faut décortiquer le produit, bien comprendre pour reconstruire l'offre. Le point principal, la force qu'on appelle le USP, le Unique Selling Point, était le Mauricien. Si on arrive à retrouver ce Unique Selling Point, le Mauricien se trouve uniquement à Maurice. Et ailleurs. Ça, et ailleurs. Mais ailleurs, il est un ambassadeur. Le client qui le rencontre en France, il a envie de venir à Maurice, puisque le service qu'il a avec ce Mauricien, il veut revenir ici. Nous sommes allés dans une direction opposée. Nous avons ramené la main-d'œuvre étrangère, servir le client. Donc, ce qui se passe, que, le client n'est pas content, parce qu'il est venu voir le Mauricien et le Mauricien n'était pas au rendez-vous. Deux, le service n'était pas bon, parce qu'il n'est pas équivalent à un service mauricien. Donc, c'est ça que nous avons dû aller jouer sur le même terrain des Maldives. Donc, quand il va aux Maldives, il y a exactement la même personne qui le sert aux Maldives, le sert à Maurice. Sauf que là-bas, des fois, vous avez le produit, une île, un hôtel, et en plus, quand vous êtes en all inclusive, vous restez dans l'hôtel, c'est comme si vous êtes sur une île, un hôtel. Donc, ce qui fait la différence, c'est quoi qui fait la différence entre vous et les Maldives? C'est la qualité de la plage. Donc, vous ne pouvez pas rivaliser avec les Maldives. Donc là, les Maldives deviennent concurrents. Mais moi, je dis qu'on a des atouts pour battre les Maldives et tous ces autres concurrents, en ramenant ce produit unique. Souvent, j'ai entendu dans le passé, de la part des ministres du tourisme, revoir le tourisme, vous avez entendu vous aussi ça. Est-ce que c'est faisable en 2025, Oui, là, revoir le modèle économique? Parce qu'on a l'impression que c'est aviation, hôtellerie, clients et ça repart. Justement, c'est ce que nous voulons faire. Transformer l'industrie hôtelière en industrie touristique. Tous les acteurs qui participent là à ramener une vraie démocratisation de l'économie, où tout le monde pourra avoir sa part du gâteau. De celui qui véhicule le client, celui qui l'amène voir les excursions, et encourager les Mauriciens à amener beaucoup plus d'innovation dans l'offre. Ce que je regrette et ce que je reproche, c'est que tout le monde essaie de copier ce que l'autre fait. Il y a un manque d'innovation, on est en panne d'idées. Donc allez voir ce qui se passe, il y a plein de choses qui n'existent pas à Maurice mais qui existent ailleurs. Faites la liste de tout ça et amenez-nous ça, faites-nous des propositions, on donnera les permis, on aura. Pour moi, c'est ça la valeur ajoutée. Mais est-ce que le conservatisme hôtelier, vous étiez dans l'hôtellerie, il faut prendre en compte parce qu'on parle beaucoup
il y a des pour, il y a des contre, le fameux all inclusive. Vous savez, il faudrait remettre chaque chose dans le contexte. L'hôtelier défend sa paroisse. Oui. L'aérien défend sa paroisse aussi. Nous sommes là pour donner des grandes lignes directives. Effectivement, je reviens toujours au point principal, qui est la notoriété. Et une des choses de la notoriété, ce n'est pas à vous de dire, il faut que l'enfant lâche ce couteau qui est dans la main, si vous parlez de l'all inclusive, il faut lui donner une orange. Donc, avant même, il faut venir avec l'orange. Il faut diversifier l'offre. Et c'est ça la diversification de l'offre. Ramener beaucoup plus d'offres à l'intérieur. Quand le client va avoir beaucoup plus de promotions, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de marketing sur toutes les tables d'hôtes, sur tous les restaurants, sur cette richesse de gastronomie, il va réfléchir 2 fois avant de réserver le all inclusive. Parce que le all inclusive, dans beaucoup de cas, dans la plupart des hôtels, dans 99% d'hôtels, est en supplément, est optionnel. Il n'y a que très peu d'hôtels, je compte sur les doigts d'une seule main, qui ne font que du 100% all inclusive. Ça veut dire que le client n'a pas de choix. Les autres hôtels, le client a le choix d'acheter un forfait en demi-pension, dans certains, même un petit déjeuner, ou en all inclusive. Donc, il rajoute. Donc, quand le client, il faut l'amener cette offre d'abord. Pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un faux débat. Ramenez-moi l'orange, vous allez voir, l'enfant va lâcher le couteau. Cette orange-là, il y a quelques années, je sais, dans votre ville, dans votre circonscription, on a essayé les tables d'hôtes. Mais ça n'a pas marché. On a mis, j'ai même une parente qui l'a fait à Beaubassin, dans un coin très, très rustique, avec des maisons en bois colonial, on disait ça, maison créole à l'époque. Mais ça n'a pas marché, ils ne sont pas intéressés. C'est ce que je viens de dire juste avant. Il faut que ce soit accompagné. Il faut qu'il y ait l'encadrement. Il faut qu'il y ait le marketing. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas de demande. Pourquoi s'il n'y a pas de demande? Parce que c'est pas connu. Pourquoi c'est pas connu? Parce que c'est justement pas vendu correctement. Il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas de vidéo. Vous voyez les vidéos de l'Office du tourisme des dernières années. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils mettent beaucoup d'emphase sur les hôtels. Donc, tout tourne autour des hôtels, mais si vous avez plus de vidéos, plus de marketing qui est fait sur ces produits, je ne vois pas pourquoi le client n'irait pas. Qui veut venir dans un pays qui est resté dans l'hôtel? Personne. Tout le monde veut venir dans un pays, découvrir le Mauricien, aller à la rencontre de toute cette offre multiple. C'est justement parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Juste faire une table d'hôte, le laisser comme ça, il va mourir définitivement. Comme dans le cas de votre cousine. Mais aussi, souvent l'île Maurice, bon, il y a des grands salons à Berlin, à Paris et tout, mais ce sont des grands groupes hôteliers qui y allaient et qui y vont et qui iront aussi. Mais la place là, ces petits hôtels, les hôtels de chambre qu'on appelle, comment les intégrer dedans? Il faut comprendre ce qui se passe dans ces salons. J'en ai fait des milliers dans ma vie. C'est des salons qu'on appelle le B2B, business to business, et les rencontres entre les tours opérateurs. Pas forcément le grand public qui visite ces salons. Faut pas croire que c'est le grand public. Moi, je suis en faveur de réduire l'investissement au salon et de donner plus de visibilité au pays dans des rassemblements grand public. Je donne un exemple concret, ce que je veux dire. Par exemple, à Paris, au lieu d'aller au salon Top Présent, vous n'allez pas l'annuler tout de suite. Allons être très réalistes. Vous n'allez pas du jour au lendemain disparaître de Top Présent. Il vous faut être visible parce que ça va envoyer un mauvais signal. Mais vous pourrez, au lieu de le faire en septembre comme Top Présent se passe, faire jusqu'au début de l'été, printemps, faire une grande manifestation à la place Trocadéro, faire une semaine mauricienne, amener des troupes de Sega, amener quelques opérateurs mauriciens et faire découvrir la cuisine et reconstruire une partie de Maurice à la place Trocadéro. C'est le même budget que vous enleverez de Top Présent pour le mettre là-bas. Donc ça donnerait plus de visibilité. Les opérateurs, il faut aussi de la formation. Il faut les amener, ces petits opérateurs. Je dis toujours, tous ceux qui ont une licence de la Tourism Authority méritent qu'on travaille pour eux. Qu'en est-il des roadshows? Je sais qu'à une époque, on faisait en Angleterre, dans les pays scandinaves, en Italie, dans les villes qui n'étaient pas porteurs. Les roadshows sont de retour. C'est une autre type d'activité. Ils n'ont jamais disparu, ils ne vont pas disparaître. C'est d'aller de ville en ville, aller à la rencontre des agents de voyage. Donc, chaque
activité a sa raison d'être et a son mérite. Il faut juste savoir quand le faire, où le faire et comment le faire. Donc, il y aura des roadshows. Il faudrait y avoir. C'est juste définir, mais quelle est la partie de l'investissement que vous mettez dans les roadshows? Si vous prenez tout, vous mettez dans les roadshows, ce n'est pas trop la mission de l'MTPA, parce que c'est plus la mission des groupes hôteliers. On peut accompagner, on peut monter une opération avec la participation du privé et aller ensemble à la rencontre des agents de voyage, des tour opérateurs. Puisqu'il faut comprendre c'est quoi le contenu. On parle de l'île Maurice, mais on parle aussi des hôtels. L'aérien doit suivre, l'hôtel doit suivre. Ça n'a pas arrêté. Et ce n'est pas dans nos projets de l'arrêter. Nos projets, c'est juste de définir quelle est sa place dans toute cette stratégie marketing. On a parlé un petit peu de culture, il y a aussi le tourisme vert, le tourisme sportif. Pendant quelques mois, vous avez des trails, un derrière l'autre, on va pas dire les trails, et il y a aussi le golf. On avait des grosses pointures l'année dernière dans l'Est, et ça aussi, ça fait partie du tourisme. C'est un autre tourisme. C'est la diversification de l'offre, parler du tourisme culturel, sportif, médical Oui. aussi. Donc tout ça, ça fait partie de nos projets. Pour revenir du golf, travailler aujourd'hui le golf, c'est fait partie que le secteur privé. C'est quoi l'apport du ministère dedans? Très peu. Nous, on veut vraiment donner un vrai support, un vrai encadrement, amener des grosses pointures, avoir des grosses compétitions, faire de la publicité, que Maurice apparaisse dans tous ces PGAs, avec tous ces animateurs profils de golf, que Maurice soit visible en faveur. Je suis définitivement en faveur. On parle de sportifs, avoir des vrais événements avec un calendrier toute l'année, avoir une compétition de kitesurf, par exemple, la mer. On a parlé de la mer, mais allons utiliser aussi ce que nous avons comme force. Compétition de kitesurf au monde, nous avons le Wanai, qui est le deuxième meilleur spot au monde pour le kitesurf, la pêche au gros, amener les champions du monde. Et vous voyez, encore une fois, c'est pas juste faire. Comment faire? Et avec qui aussi? Vous voyez? Et ce sont ces célébrités qui nous positionneraient vraiment sur la carte du monde. Et je peux vous dire que nous serons au top en utilisant ces grosses pointures et en ayant un calendrier d'événements sportifs toute l'année. On parle de raid, comme on a le grand raid, le trail, la diagonale des Fous à la Rayon. On peut aussi avoir des choses similaires ici. Le grand raid, des trails, etc. En travaillant de pair, de concert, avec des organismes, des organisations qui sont experts dans ce domaine. Il y avait une question qui traînait dans ma tête, elle est partie. Au cours du sommet au cours du sommet africain, dont le Premier ministre est parti, on a parlé de beaucoup l'Afrique sans visa. Ça pourrait intéresser aussi l'île Maurice, mais il y a toujours la question de connectivité qui va venir plomber un peu, mais on voit que certains États sont d'accord de faire sans visa. L'accompagnement. Je suis en faveur, moi, premièrement, de revoir nos connectivités avec l'Afrique. Je ne vais pas parler de compagnie, citer de compagnie, mais l'Afrique, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Je reviens même, moi, d'Afrique. Les grosses fortunes, il y a la clientèle élite qui vient en jet privé. C'est un marché, effectivement, qu'il faut aller chercher et qu'il nous faut nous donner des vraies possibilités, des vraies ressources pour aller chercher. Je suis en faveur de revoir les connectivités aériennes sur l'Afrique, mais aussi utiliser l'Afrique, utiliser Maurice comme gateway to Africa vers d'autres marchés. Effectivement, vous avez mis le doigt là où il faut. L'Afrique représente aujourd'hui un marché prometteur et aujourd'hui, même pas demain. Mais il faudra faire l'aéroport de Maurice, Siou Sagar Ramgoolam International Airport, devenir plus positif. Parce qu'un vol tous les 1 heure de temps, tandis que là-bas, ça vole, ça revient à ce que je viens de dire. Nous avons un problème de connectivité vers l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons que Air Mauritius, 4 vols selon la saison sur Johannesburg. Vous avez Kenya Airways, 4-5 vols quand c'est pas annulé. Nous avons South African Airways qui font 3-4 vols. Donc, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, nous faisons partie de la SADC. Dieu merci, nous sommes revenus à la SADC.
Et donc, sans visa, c'était votre question. Je suis en faveur, mais c'était aussi un problème diplomatique. Il faudrait revoir les conditions et les critères. Mais effectivement, il nous faut, c'est un marché à exploiter. Vous savez pourquoi l'Afrique est aussi un marché exploité? Il nous faut penser aussi au développement durable et il nous faut aussi être responsable, le touriste responsable. Nos marchés émetteurs aujourd'hui sont à 11 heures de vol d'avion, ou 12 même maintenant. Détour à cause de la guerre, etc. Il faut décarboner l'île. Donc, je préfère aller vers un marché qui est à 4 heures, 5 heures de moins. Donc, c'est le même client qui dépense, comme le client qui vient d'Europe, mais donc l'émission de carbone est moindre, puisqu'il voyage que 4 heures ou 5 heures au lieu de 11 heures. Donc, ça aussi fait partie du tourisme responsable. J'ai retrouvé ma question. Vous parliez de golf. On sait que la saison golf commence à Dubaï. La saison, oui. Possible pour vous de faire venir ce golf-là, Maurice, pour un train, peut-être dans quelques mois, peut-être dans une année. Vous pouvez venir s'entraîner parce qu'on a un très beau golf. On a même en dehors de l'île. Nous avons effectivement l'excellence en termes de terrain. Le golf serait un rêve. C'est un rêve d'avoir des grosses pointures, même les anciennes gloires comme Tiger Woods, qui ont toujours une belle notoriété, les champions de golf sur notre territoire. Il y a quelques organisations qui organisent des grands tournois de golf qui ramènent les elite players, mais il nous faut d'autres. Je suis d'accord avec vous, il nous faut d'autres. Et effectivement, les compétitions qui se passent à Dubaï seraient des vraies opportunités pour Maurice. C'est à côté. C'est sur leur route, en fait, une extension vers Maurice serait effectivement. Il y avait un projet dans le passé, c'était votre ami Michael Siken, la formation des guides culturels. Ce sont les églises, ce sont les villes, ce sont les musées. On va retourner sur les musées parce que vous avez annoncé lors d'un lancement de livres quelques idées et vous avez parlé à notre ami Finet Salès dans une courte interview. Il faut former les guides. Quand vous faites la formation des serveurs à l'école hôtelière de Sir-Gaëtan Duval, ils sont tous intéressés à aller sur un navire faire de la croisière. Comment vous allez garder ces guides-là, Maurice, pour donner un... Je ne vais pas dire les guides qui sont dans les hôtels, qui sont dans des groupes, mais si quelqu'un va habiter dans une... C'est un problème récurrent qui revient toujours. On parle toujours comme les bateaux de croisière, comme un rival, concurrent, qui viennent chercher de la ressource chez nous. Il y a deux choses à considérer. Premièrement, ces bateaux de croisière ont toujours existé. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours pris. Et ces gens reviennent après. Ces gens ne restent pas dans les bateaux de croisière, ils reviennent. Le problème n'est pas là-bas. Je ne dis pas que c'est pas les ressources qu'on perd qui va le bateau de croisière. Je dis juste que ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, l'industrie a perdu de son attrait. C'est-à-dire que moi, je reçois des gens, je leur propose, je peux leur trouver des emplois dans les hôtels, des coups de fil et ils sont embauchés parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Les gens ne veulent pas aller. Et ça, c'est ça le problème qu'il faut régler. Et très souvent, dans beaucoup de discussions concernant le tourisme, on n'est pas en train de regarder le problème véritable. Pourquoi ils ne veulent pas? Il n'y a pas de formation aujourd'hui. Les groupes, ils ont enlevé les universités ou les organismes de formation. Ou, s'ils en ont, c'est plus comme avant. Chacun avait son académie de formation auparavant. Rendre l'industrie attrayante pour les jeunes aujourd'hui. Il faut comprendre les spécificités de ces jeunes. Ce n'est pas le jeune qui, comme moi, dans les années 90, aujourd'hui. Lui, il faut qu'il puisse avoir son week-end. Il ne faut pas qu'il puisse travailler le soir tous les jours. Il faut que nous aussi, on s'adapte à aller chercher ce jeune. Il ne faut pas juste dire, voilà. Parce que nous, ce que nous proposons aujourd'hui, dans l'industrie, n'a pas changé. Peut-être le salaire a été impacté avec l'inflation, mais ça aussi, ce n'est pas suffisant. Mais la proposition, l'offre n'a pas changé. On propose aux jeunes aujourd'hui le travail à l'hôtel, comme on me proposait il y a 30 ans. Donc, il faut qu'on s'adapte par rapport à cette attente. Parce que vous le vouliez ou non, ça fait partie du produit, c'est un investissement. Il faut les jeunes mauriciens dans l'hôtellerie. Il faut l'élite. Si moi j'ai réussi dans l'hôtellerie, si d'autres ont réussi, pourquoi eux ils ne peuvent pas? Donc il faut trouver la solution. Est-ce que c'est
la rémunération, il faut revoir les rémunérations, il faut. Est-ce que c'est les autres bénéfices autour? Est-ce qu'il faut faire plus de marketing? Est-ce qu'il faut avoir des candidatures, les jeunes eux-mêmes qui ramènent leurs amis? Parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se faisait. Donc, c'est ça le véritable problème. Parce que ce n'est pas, je ne dis pas que les bateaux de croisière ne prennent pas, mais je dis juste, et puis, il faut revoir les qualifications. Pourquoi vous cherchez un jeune pour les servir un café avec la HSI? Aller faire le lit avec la SI ou la HSI? Il faut revoir, déjà. Celui qui quitte l'école, la forme 2, forme 3, il peut retourner dans une université, une académie, il apprend un peu l'anglais, le français, les langues, et il apprend le service. Donc, il y a tout ça à remettre en compte. Donc, formation, disons, nouvel style de formation n'est pas passé obligatoirement par on va dire, Escoffier, toutes ces grandes écoles-là pour ceux qui font des cadres. Aussi. Mais il y a certains instituts qui forment que l'élite. Mais il y a aussi d'autres ressources qu'on a besoin dans le hôtel. On n'a pas besoin que d'élite. Mais quand vous allez dans un grand hôtel, vous voyez que ces jeunes-là, ils sont portiers, mais ils sont en train d'apprendre, ce sont peut-être dans 2 ans, 3 ans, des managers qui sont peut-être des F&B managers. Il faut définir ce plan de carrière. Oui. Il faut écrire. J'allais venir à cette question. Il faut avoir un plan. Il ne peut pas commencer portier 20 ans après. Il faut qu'il y ait une volonté réelle de la part du privé aussi, du gouvernement, de tout un chacun, pour qu'on prenne ces jeunes en main. Parce que sinon, on va vraiment les perdre et notre industrie aussi va changer. Et d'ailleurs, il est déjà en train de changer, le visage. Donc, c'est plus la même industrie, le même Mauricien qui vous servait, etc. Et ça, on a besoin tout de suite, illico presto, ramener ça. Je vais revenir à ma déclaration de tout à l'heure. Là, vous avez dit au NIC Park Hotel que vous serez pour les musées. Est-ce que vous connaissez le musée de Port-Louis? Sûrement, vous avez fait un tour. C'est dans un état qu'on ne va pas commenter. J'ai visité. Celui de Maillebourg. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Mais quand vous regardez, à côté de vous, là, il y a le Beau-Pény. C'est dans le privé. C'est bien entré. Il y a beaucoup d'activités. Alors que les musées, dans le giron du gouvernement, il y a presque quasiment rien. Les musées, mais aussi d'autres centres d'attraction. Je mettrai tout ça dans la même réflexion. Nous avons besoin de revoir le modèle économique, définitivement, de tous ces centres d'attraction et musées. Parce que c'est l'héritage de notre pays, ça fait partie du produit, et c'est une discussion que nous avons. Le ministre et moi, on discute pour revoir le mode de fonctionnement, le modèle économique, et prendre musée par musée, centre d'attraction par centre d'attraction, et revoir tout l'accueil. Ce que je dis par rapport à la destination, c'est que où le client soit, il faut qu'il ait le même niveau de service. Il ne faut pas qu'il y ait un niveau de service dans un hôtel Palace, en 5 étoiles, et qu'il sort et il a un autre service. Donc, il faut que ça suive ce customer journey-là. Donc, il ne peut pas avoir 2 niveaux de service. Donc, tout ça doit suivre. Ça fait partie des plans. Je vais parler un petit volet de l'actualité. On sait que le ministre Shakil Mohamed a décidé de prendre des actions pour l'île Bénitier. Donc, vous êtes parti, moi aussi je suis parti. C'est là depuis longtemps. Jamais vous êtes parti à l'île Bénitier. Bien sûr. Toutes ces structures-là sont là depuis moultes années, on pourrait dire. Est-ce que vous êtes pour que ça s'adapte sur d'autres, l'île Plate, Saint-Gabriel, Morgigny, bien tout sûr, ça? Bien sûr. Pour mettre un ordre. Définitivement. Et j'irai même un peu plus loin. Nous ne pouvons pas développer outre mesure à outrance. Il faut comprendre. La protection du patrimoine, de l'environnement est essentielle, fait partie du produit. Il ne faut pas qu'on commence à scier la branche sur laquelle on est assis. C'est important de comprendre ça. Par exemple, je dépasse ce cadre, mais qui va dans le même ordre d'idée, donc je crois que j'ai répondu à la question. Aller avec les dauphins et les baleines. On ne peut pas continuer avec nager avec les baleines et même dans une certaine mesure les dauphins. Je reviens d'Afrique où dans certains parcs, même le nombre de véhicules pour aller voir les animaux est limité. Puisque ça fait partie du produit. Vous ne pouvez pas venir détruire le produit qui est en train de vous nourrir aujourd'hui. L'île au Bénitier et ces autres îles, on doit les protéger. On doit les protéger, même si des fois ça ne plaît pas à tout le monde. Si ça affecte quelques business ici et là, c'est important. C'est une contribution que nous amenons pour le bénéfice du plus grand nombre et pour le pays.
je suis en faveur de ça. On sait que l'île aux Aigrettes, elle est classée réserve naturelle, donc ça pourrait devenir des réserves naturelles avec peut-être Il une faudrait, petite visite. je suis tout à fait en faveur. Vous savez, on ne peut pas construire partout et n'importe où et n'importe comment. On a besoin d'avoir un véritable produit. Sinon, demain, j'irai à Rodrigue, je dirais, OK, je vais construire 100 000 chambres à Rodrigue et L'île on au aura des coco, alors. autoroutes et l'île. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, et en plus, il y a aussi la vulnérabilité des îles. Nous sommes vulnérables et nous sommes aujourd'hui impactés par le changement climatique et tout ça. Donc, il faut qu'on soit sérieux avec ça. Le tourisme, c'est aussi les Mauriciens comme vous et moi. Oui. Sûrement, vous avez passé quelques nuits dans le passé dans un. C'est aussi. Quelle est cette part du marché qu'on pourrait. On sait que pendant la basse saison, là, il y aura toutes sortes de sites web qui viennent avec des deals et des week-ends à prix cassé, on va dire, prix promotion. Comme vous. Je crois que c'est beaucoup plus démocratisé qu'avant, premièrement. Ça veut dire que ce n'est pas saisonnière. Bien sûr, effectivement, dans certaines saisons, les longs week-ends, bien sûr, en fonction de la disponibilité des Mauriciens, c'est beaucoup plus fréquenté. Mais je crois que le Mauricien aujourd'hui, il visite les hôtels toute l'année, premièrement. Je crois que les Mauriciens ont beaucoup plus de moyens aujourd'hui d'aller dans les hôtels, c'est beaucoup plus abordable pour eux. Et je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve qu'il y a une stratégie de la part des hôtels d'aller vers cette clientèle. Parlant des Mauriciens, c'est que je trouve que la mentalité qui doit changer, la mentalité d'accueil, et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Je pense qu'on devrait avoir la même approche avec les Mauriciens qu'avec les clients, les étrangers. Donc c'est ce qui des fois vient un peu frustrer un peu cette clientèle qui, pour la plupart du temps, paye plus cher que les étrangers. Donc ils dépensent même beaucoup plus que les étrangers. Et c'est juste ce bémol que je souhaiterais utiliser votre antenne pour amener demander, faire un appel aux hôteliers, d'être très conscients que le Mauricien, il doit être traité comme n'importe chaque client. Et on a des retours, beaucoup de fois, où le Mauricien n'est pas accueilli de la même manière qu'un étranger. Et je trouve que c'est dommage. Vous allez en parler lors de l'assise du Définitivement, tourisme, ça fait les partie assises des ou plans, l'assise, les assises. les Les assises assises, du parce que tourisme. les assises que nous voulons, nous travaillons dessus, on annoncera en temps et lieu. C'est on veut juste définir le seuil de tolérance. Par exemple, la question que vous nous avez posée, est-ce qu'il faut, qu'est-ce que l'île au bénitier doit devenir, l'île plate, la capacité Les d'accueil, îles de combien Sud-Est de aussi. clients on peut amener, qu'en est-il de l'eau, est-ce que les hôtels doivent avoir des stations de dessalement pour les permis, est-ce qu'on a besoin de faire du rainwater harvesting, des panneaux solaires. Vous voyez, il y a tout ça fait partie de l'industrie. C'est pas juste pour avoir plus de touristes et faire plus de marketing. Non, le produit a une place importante dans notre stratégie. Quel est votre rêve pour c'est ma dernière question, quel est votre rêve pour le tourisme mauricien? Mon rêve, c'est que l'île Maurice soit sur toutes les lèvres, partout dans le monde, soit vraiment convoitée par toute la clientèle du monde entier euh, qui voudrait venir à l'île Maurice, et qu'on ne soit pas limité, nous, par le prix du billet d'avion, ni par le prix des hôtels. Que ce soit vraiment un produit où vraiment le monde rêve. Ce rêve que j'ai, ce fut un temps, c'était la réalité. Que Maurice revienne, retrouve son attractivité d'antan. Back to Future alors? Bon, back to Roots. Back to roots. C'est bon mot, Sylvie Pierre, merci Merci beaucoup. beaucoup, Jean-Claude. Merci.